Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à la guerre de Corée, conflit qui oppose les deux Corées de 1950 à 1953. Elle fut provoquée par l'invasion des troupes nord-coréennes en Corée du Sud à l'aube du 25 juin 1950. Dans le contexte de la guerre froide, cette invasion entraîne l'intervention d'une coalition internationale conduite par les États-Unis, en soutien à l'armée sud-coréenne, puis celle de la Chine, alliée de la Corée du Nord. En moins d'une année, la péninsule coréenne passe sous le contrôle quasi total de chacun des deux camps, sans qu'aucun ne parvienne à la victoire finale. Vous voulez en savoir plus sur la guerre de Corée? Venez avec moi. Vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la péninsule coréenne, sous le contrôle des Japonais, est libérée par les forces soviétiques et américaines. Les troupes soviétiques occupent le pays au nord du 38e parallèle. Les Américains l'occupent au sud. Après la guerre, les Soviétiques, les Américains et leurs partisans coréens ne peuvent s'entendre sur la gouvernance du pays. La Commission temporaire des Nations Unies pour la Corée, qui inclut des membres canadiens, supervise les élections en mai 1948. Mais les Soviétiques interdisent les élections dans le Nord. La République de Corée pro-occidentale est ensuite fondée dans le Sud. Peu après, la République populaire démocratique de Corée communiste est déclarée dans le Nord. Les deux gouvernements cherchent à unifier toute la Corée, et la guerre civile éclate. Pendant ce temps, à la fin de 1949, la guerre civile se termine en Chine, avec l'établissement de la République populaire de Chine communiste. Les dirigeants communistes chinois et soviétiques croient que sans l'interférence occidentale, la Corée du Nord pourrait unifier la Corée de force. Les communistes sont enhardis par la décision américaine de limiter l'aide offerte au régime chinois nationaliste non communiste sur l'île de Taïwan. Vers la fin de juin 1950, l'armée nord-coréenne envahit la République de Corée, munie d'armes et d'équipements fournis par les Chinois et les Soviétiques. Dans l'heure précédant l'aube du 25 juin 1950, sous la protection d'un formidable barrage d'artillerie, 135 000 Nord-Coréens franchissent la frontière entre les deux Corées. Les États-Unis prennent la décision de porter soutien à la République de Corée à l'aide de l'Organisation des Nations Unies. L'Assemblée générale de l'ONU est dominée par les pays occidentaux. Étant donné que les Soviétiques ont boycotté le Conseil de sécurité à cause du refus de l'ONU d'inclure le nouveau régime communiste chinois parmi ses 5 membres permanents, ils ne peuvent pas exercer leur droit de veto. Ainsi, le Conseil de sécurité condamne l'agression nord-coréenne et exhorte les membres des Nations Unies à offrir de l'aide à la République de Corée. Le 28 juin 1950, Lester B. Pearson, secrétaire d'État canadien aux affaires extérieures, encourage une réponse canadienne par le biais de l'ONU et sous la direction militaire américaine. Du point de vue du gouvernement, le Canada combattra pour l'ONU et pour le principe de la sécurité collective. Initialement, le Canada fournit 3 destroyers de la marine royale canadienne et un escadron de transport de l'aviation royale canadienne. La pression des États-Unis, de l'ONU, ainsi que la pression nationale conduisent le Premier ministre Louis Saint-Laurent à annoncer le 7 août 1950 une force spéciale de l'armée canadienne appelée plus tard le 25e groupe brigade de l'infanterie canadienne augmentera la contribution canadienne aux forces des Nations Unies en Corée. En juillet 1951, il est incorporé à la première Commonwealth Division, qui comprend également des unités de la Grande-Bretagne, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et de l'Inde. Au début, il semble que la guerre sera de courte durée, étant donné que les forces de l'ONU, sous la direction du général américain Douglas MacArthur, repoussent les Nord-Coréens jusqu'au 38e parallèle, puis jusqu'à la frontière coréenne avec la Chine. Cependant, avant la fin d'octobre 1950, des milliers de volontaires chinois entrent en Corée du Nord en franchissant le fleuve Yalu et repoussent les forces de l'ONU vers le sud. En novembre 1950, le 2e bataillon de l'armée canadienne, régiment du Princess Patricia's Canadian Light Infantry, est envoyé à l'étranger et atterrit en Corée en décembre. Le reste de la brigade canadienne arrive en mai 1951. Au milieu de l'année, après plusieurs mois de mouvement des deux côtés, les lignes de front deviennent statiques près du 38e parallèle.
Jusqu'à la fin de la guerre, les combats ont lieu le long de ces lignes, la plupart étant des patrouilles et des raids contre les positions de tranchées au sommet des collines dans la zone entre la ligne de l'ONU et les lignes ennemies, zone connue sous le nom de No Man's Land. Mais les unités d'infanterie, de chars d'assaut, d'artillerie sont également impliquées dans les combats acharnés de Kaipyong du 22 au 25 avril 1951, de la colline 355 du 22 au 25 novembre 1951 et 22 au 24 octobre 1952, et de la colline 187, les 2 et 3 mai 1953. Parmi de nombreuses autres actions, 8 navires de guerre canadiens se rôlaient dans les eaux coréennes pour protéger les porte-avions de l'ONU, bombarder les voies ferrées le long des côtes et soutenir d'autres opérations sur terre. Les avions de transport des forces aériennes transportent des personnes et du matériel d'un côté à l'autre de l'océan Pacifique, tandis que 22 pilotes canadiens pilotent des avions à réaction avec les forces aériennes américaines en Corée. Le régime de Kim Il-sung ne doit alors sa survie qu'à l'intervention de la République populaire de Chine. Le leader communiste chinois Mao Tse-tung, qui s'est débarrassé des nationalistes l'année précédente, a les mains libres pour jouer un rôle de premier plan en Asie. Ainsi, début novembre, près d'une cinquantaine de divisions chinoises franchissent le Yalu. Si officiellement il s'agit de volontaires, dans les faits, la 4e armée ressort bien de Pékin. Dans les airs, elle est couverte par une aviation prétendument nord-coréenne, en réalité aux commandes des soviétiques, qui alignent le fameux MiG-15, appareil surclassant alors tous leurs rivaux. Devant un tel déploiement de force, les troupes de MacArthur ne peuvent que reculer. La Corée du Nord est rapidement libérée par les troupes chinoises. La situation est tellement sérieuse pour le général américain qu'il demande au président Truman de faire exécuter des frappes nucléaires sur la Mandchourie. Ces demandes et la radicalité de son engagement anti-chinois lui vaudront d'être remplacé par le général Ridgway. En avril 1951, après avoir frôlé la catastrophe à l'hiver 1950-1951, les forces de l'ONU et sud-coréennes se ressaisissent et la guerre de mouvement cède peu à peu la place à une guerre coûteuse. À l'été 1953, la ligne de front s'est stabilisée non loin du 38e parallèle. Les négociations menées par les diplomates américains et soviétiques qui tiennent à garder leur affrontement sous contrôle finissent par aboutir par un cessez-le-feu le 27 juillet 1953. L'accord met fin au combat dans la péninsule coréenne, même si un traité de paix définitif entre les deux Corées n'a toujours pas été signé. L'armistice de Panmunjom entérine la division des deux Corées avec peu de changements territoriaux par rapport à la situation de 1950. La guerre de Corée fut extrêmement meurtrière. 18 500 hommes des Nations Unies, américains compris, 70 000 Coréens du Sud, environ 2 millions de Coréens du Nord et de Chinois, plus de 3 millions de civils tués par les bombardements, les épidémies, etc. Dès le début, ce conflit avait pris une signification internationale. Dans ses premières semaines, il fait craindre le déclenchement d'une troisième guerre mondiale. Mais l'Union soviétique, qui avait certainement été informée des préparatifs de l'attaque nord-coréenne, et n'envisageait sans doute à ce moment qu'une guerre localisée, se garde d'intervenir dès lors que s'affirme la résolution des États-Unis. Pour la première fois, les deux grands monnaient nettement leur volonté d'éviter un face-à-face irrémédiable. Le gouvernement américain, en décidant la destitution de MacArthur en avril 1951, refuse de même le risque d'un conflit généralisé avec la Chine. Ainsi, contrairement aux craintes des alliés européens de Washington, la politique américaine, en dépit de la guerre de Corée, demeure fidèle à la priorité qu'elle avait donnée à l'Europe dès 1947. Guerre civile, la guerre de Corée fut aussi un des moments paroxystiques de la guerre froide. Elle fut l'un des rares conflits de haute intensité où États-Unis et Union soviétique purent se confronter de manière presque directe. Véritable catastrophe pour le pays du matin calme. Ses conséquences se font encore sentir actuellement, tant Pyongyang qu'à Séoul, que sur la ligne de démarcation. Comme on l'a vu, le 25 juin 1950, la Corée du Nord envahit la Corée du Sud, avec l'appui de l'Union soviétique. En réaction à cette attaque, le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté la création d'une force internationale de 22 pays, dirigée par les États-Unis.
pour venir en aide à la Corée du Sud. Les combats se poursuivent pendant 2 années autour du 38e parallèle et prennent fin avec la signature de l'armistice du 27 juillet 1953. La ligne de cessez-le-feu devient la nouvelle frontière entre les deux États. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.